Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Casini pour explorer le fonctionnement de notre système attentionnel. Au fil de notre échange, nous allons découvrir les mécanismes cérébraux de l'attention et de ses troubles. Nous allons voir les différentes formes de TDAH ainsi que les différents traitements et interventions disponibles pour améliorer leurs symptômes. Et nous verrons aussi les impacts qu'ont les réseaux sociaux sur ton attention et ta motivation à poursuivre des objectifs à long terme. Si tu es curieux de savoir comment fonctionne ton attention et comment pourrais-tu l'améliorer, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre pourquoi le seul point dans l'espace et le temps qui a de la valeur est celui sur lequel tu poses ton attention. Quels sont les mécanismes cérébraux de l'attention et de ses troubles? Quelles sont les différentes formes de TDAH? Comment fonctionnent les traitements? Comment améliorer ton attention? Quel est l'impact des réseaux sociaux sur ton attention? Comment les formats courts détériorent ta capacité à planifier ta vie au long terme? Pourquoi TikTok est si addictif? Est-ce que les jeux vidéo peuvent être utilisés pour améliorer ton attention? Comment recharger ton attention? Et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu repartiras avec une compréhension complète du fonctionnement de ton attention et des outils pharmacologiques et comportementaux permettant de l'améliorer. Tu comprendras aussi comment les réseaux sociaux impactent à la fois ton attention et ta capacité à poursuivre des objectifs à long terme. Un second épisode sortira la semaine prochaine, dans lequel nous explorerons la perception temporelle et comment celle-ci varie en fonction de l'attention que l'on porte à la tâche que l'on est en train de réaliser. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Et sans plus attendre, voici Laurence Casini. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir faire l'épisode. Pour commencer, je vous propose de vous présenter, de dire un petit peu aux gens qui vous êtes, sur quoi est-ce que vous travaillez et comment est-ce que vous en êtes arrivé à la recherche. Alors, donc moi je suis professeure en neurosciences cognitives. Je travaille sur, alors j'ai 2 thématiques. La première thématique, c'est la perception temporelle. Donc en fait, quels sont les mécanismes cognitifs et les structures du cerveau qui nous permettent de percevoir les durées courtes. Donc, c'est-à-dire en fait toutes les durées de quelques centaines de millisecondes à quelques secondes, celles qui sont impliquées dans notre vie quotidienne en fait. Par contre, c'est pas je me rappelle du temps passé, et cetera. C'est vraiment dans les durées courtes. Et puis le deuxième thématique, ça concerne le contrôle, ce on va appeler le contrôle de l'impulsivité. Donc en fait, comment on peut résister à nos actions automatiques, nos actions impulsives. Et je travaille sur l'homme avec un grand H, donc pas sur l'animal, hein, comme ça peut se faire en neurosciences cognitives, et avec donc des sujets typiques. On dit aussi des sujets sains, mais voilà, c'est veut dire un développement cérébral typique. Où je travaille également avec des sujets qui ont des troubles du développement, comme par exemple le TDAH, le trouble de l'attention avec l'hyperactivité, ou encore des pathologies neurobiologiques comme la maladie de Parkinson, ou des troubles psychiatriques comme la schizophrénie. Et là, plus récemment, avec aussi donc un autre trouble neurodéveloppemental, les troubles du spectre autistique. Voilà, et puis soit je fais des études où j'étudie uniquement les réponses comportementales, soit je peux aussi étudier l'activité électrophysiologique avec des enregistrements électroencéphalographiques, ou aussi utiliser des techniques qui permettent de moduler de manière transitoire l'activité de certaines structures cérébrales. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les techniques de stimulation. Voilà, et pour mes thématiques de recherche. Et puis, comment je suis arrivée là? Ben, oula, bon, peut-être un peu par hasard, enfin, ouais. Ben, en fait, en gros, j'ai moi, j'avais fait un bac plutôt, maths, sciences physiques, donc pas vraiment biologie. J'étais pas vraiment passionnée par la biologie lorsque j'étais au lycée, plus les maths et la physique. Après, je suis passée, j'ai fait, des classes préparatoires, mais c'était pas du tout mon objectif. J'ai fait ça en réalité, moi, je voulais être professeure d'éducation physique et sportive. Donc Ok. ouais, voilà, prof de PS. Mais à ma génération, il fallait passer un concours pour pouvoir rentrer, en STAPS, en fait, pour préparer le professorat.
et malheureusement, 2 ans de suite, j'ai été blessée juste avant le concours. Je faisais beaucoup de sport et donc je sais pas si c'était des actes manqués ou quoi. Donc j'ai jamais pu passer ce concours, donc finalement, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber et j'étais en classe prépa pour attendre, ce qui est un peu bizarre certes, mais bon, ça a été formateur, on va dire. Et après finalement, j'ai rejoint, la fac et là finalement je suis allée vers, la biologie. C'est très bizarre parce que si j'étais allée à la fac après le bac, je serais allée en maths certainement et bref. Et puis un jour, j'étais au SUIO, là, au centre d'orientation, je cherchais un peu ce que je pouvais faire, quelle voie prendre et je suis tombée sur une licence de neurosciences à Marseille et quand j'ai lu le descriptif, j'ai trouvé ça super intéressant, ça me plaisait beaucoup et j'y suis allée et c'est là que vraiment j'ai rencontré les neurosciences et là, ça m'a assez vite passionnée et du coup après, j'ai fait des neurosciences le plus longtemps possible donc c'est ce qui m'a amené à faire une licence, une maîtrise, un DEA, bon, c'est comme le master d'aujourd'hui en fait. Et puis après, un doctorat. Le but, c'était de rester là-dedans le plus longtemps possible. Donc la meilleure solution, c'était de rester à l'université. Et c'est comme ça que je suis devenue enseignant-chercheur. Mais c'était pas du tout quelque chose qui était prévu. J'ai pas rêvé d'être chercheur depuis que je suis toute petite en fait. C'est pas ça l'histoire. C'est plus, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais quand j'étais en licence, c'était une licence vraiment, on était très peu nombreux. On a eu la chance, on faisait beaucoup de stages pendant l'année de licence dans les laboratoires de recherche. On faisait 3 stages dans l'année, donc c'était bien. Et là, vraiment, c'est là que j'ai découvert ce qu'était la recherche et je trouvais ça hyper passionnant, à se poser des questions, et cetera. Donc voilà, je crois que c'est là que qu'il y a eu le déclic, en fait. C'est là qu'il y a eu le coup de cœur. Ouais, c'est ça. Je vous propose de plonger directement dans le cœur du sujet. Donc, vous travaillez sur l'attention. Ça va être le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais l'attention, bien que ce soit quelque chose qu'on a tous un petit peu une idée de ce que c'est intuitivement, enfin, on l'utilise au quotidien, comment est-ce que scientifiquement on la définit, puisqu'il va falloir un peu la distinguer d'autres choses, comme ne serait-ce que la mémoire de travail, la perception, ou même la conscience, où c'est peut-être encore plus délicat de faire la distinction entre les deux. Oui, alors, il y a plusieurs questions dans cette question, hein. Hem, alors, ouais, disons que déjà, par rapport à la mémoire de travail ou à la perception, l'attention, elle va venir moduler, en fait, la rendre plus ou moins efficace, justement, la mémoire de travail et également la perception. Donc en fait, c'est vraiment un processus qui va venir moduler ces autres processus. Donc la mémoire de travail, c'est retenir une information pendant un temps court. L'attention, c'est ce qui va permettre qu'on le fasse plus ou moins bien, justement, parce qu'on aura engagé plus ou moins de ressources mentales. Mais et donc si on veut le définir, alors en fait, si on reprend les plus anciennes définitions, c'est celles qui vont être le plus proche de ce qu'on va trouver dans un dictionnaire, hein, aujourd'hui. En gros, on va dire que l'attention, c'est quelque chose qui va nous permettre de sélectionner des informations parmi un ensemble d'informations présentes dans l'environnement. C'est souvent ce genre de définition qu'on va trouver. Ou alors, on peut aussi trouver d'autres définitions. Par exemple, des fois, on va trouver dans le dictionnaire que c'est la fonction qui nous permet d'être concentré, efficace, etc. En fait, aujourd'hui, en science, on sait que l'attention, ce n'est pas un processus unitaire. Donc en fait, on peut pas donner une définition unitaire de l'attention et on sait aussi avec les neurosciences que, il y a différents types d'attention et parce que en fait, il y a aussi différents substrats neurobiologiques, c'est-à-dire différentes structures du cerveau qui sont impliquées dans l'attention selon, le type d'attention. Donc en fait, on décrit plus l'attention comme, on parle plus de processus attentionnels, nous, en fait, en neurosciences et il y a donc des processus attentionnels différents et on va travailler sur un processus attentionnel plus précisément, en fait. Alors on peut faire quand même une distinction en 3 grands processus pour f et ramener ça un peu au langage courant. Par exemple, on va parler de l'attention, sélective. Donc en fait, c'est le processus par lequel on va pouvoir sélectionner justement ces informations parmi, plein d'informations qui nous arrivent en permanence. Ça, en général, c'est la fonction à laquelle on pense le plus naturellement. Donc on va appeler ça la fonction de sélection. Hem, ensuite, il y a une autre fonction, attribuée à l'attention, c'est en fait
Ce qui va nous permettre de gérer la réactivité de notre système de manière générale. Donc en fait, on va être plus ou moins réactif, plus ou moins efficace face à des stimuli. Et ça, c'est plutôt ce qu'on appellera la fonction d'activation. Et dans le langage courant, ça va peut-être plus être comment dire, associé à la concentration en fait. Et quelque part, c'est un petit peu en amont, peut-être qu'après je reviendrai là-dessus, mais en amont de la fonction de sélection. C'est comme si à un certain moment, on règle un peu notre niveau de réactivité et après, ensuite, on attribue notre attention à telle ou telle information. Donc ça, c'est un autre processus. Et puis, les gens qui travaillent sur l'attention, ils peuvent aussi s'intéresser à un troisième type de processus. En fait, c'est ce qui va faire la différence entre ce qu'on appelle l'attention automatique et l'attention contrôlée. Donc, on peut parler parfois d'attention exécutive. C'est le fait qu'on va pouvoir contrôler de manière volontaire ou pas l'attention. Donc, par exemple, euh, je marche dans la forêt, il y a un bruit, je suis seule, donc voilà, pas trop confiante, et j'entends un bruit de branches, par exemple, qui se casse, eh ben, ça capture mon attention de manière automatique. Là, c'est pas moi qui ai décidé, c'est vraiment le stimulus qui vient capturer mon attention parce qu'en fait, je suis sur le qui-vive et parce que voilà, il faut que je fasse attention, justement. Mais il y a plein d'autres situations où c'est nous qui décidons d'attribuer notre attention de manière volontaire. Et donc, on revient là sur pour justement sélectionner l'information, etc. Donc ça, c'est un autre type d'attention, c'est ce qu'on appelle l'attention exécutive. C'est les processus qui nous permettent de contrôler en fait notre attention. Donc voilà, en fait, d'un point de vue scientifique, le point important, c'est ça, c'est qu'en fait, on considère pas l'attention comme étant un processus unitaire, mais c'est plutôt un ensemble de sous-systèmes en fait, avec plusieurs processus attentionnels. Et après, on peut travailler sur l'un ou sur l'autre, et avec des protocoles très différents, il y a des théories différentes derrière, etc. Voilà, en gros. Donc, je sais pas, ça Et répond à la question. oui, oui, il restait juste du coup, comment est-ce qu'on vient distinguer l'attention de la conscience? Ah oui, oui, alors ça, c'est une très bonne question. La conscience, elle peut être impliquée, je pense, dans plein de processus, même les activités motrices, etc. Donc, l'attention, elle est nécessaire. Enfin, l'attention, en tous les cas, volontaire est nécessaire pour accéder à la conscience. Après, la conscience, je mettrais ça, en fait, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de nos perceptions ou de nos actions. Mais, c'est lié, c'est très fortement lié, l'attention et la conscience, en fait. Donc, il faut qu'on mette notre attention de manière volontaire sur une action ou une perception pour on peut pouvoir en prendre conscience, quoi, en fait. Par contre, du coup, on peut avoir, dans des cas où, par exemple, les stimuli sur des durées très courtes, on peut avoir attention sans conscience. Oui, tout à fait. Ok, oui, donc les deux ensembles sont communs, mais on peut... Il y a une partie qui est différente, quoi. Oui, Oui. ouais, oui, c'est ça. Disons, ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, c'est des cas particuliers où on peut voir attention sans conscience, en fait, hein. C'est un peu des cas particuliers, ouais. Où, c'est par exemple des moments où on va faire attention à quelque chose. Mais s'il y a 2 stimuli qui se suivent de manière très proche, en fait, il va y avoir ce qu'on appelle une espèce de, aveuglement, en fait, aux stimuli, donc et on va plus les percevoir. Donc ils seront pas dans la conscience alors que pourtant on aurait fait attention. Voilà, il y a mais ça, c'est sur des perceptions, en fait, très, très courtes. Sinon, en général, l'attention et la conscience, ça fonctionne, Main dans la main. ensemble. Ouais, main dans la main, ouais, de manière tout à fait complémentaire. Et je voulais savoir, est-ce que du coup est-ce qu'on peut diviser notre attention ou est-ce que quand justement on va faire plusieurs tâches, on est vraiment uniquement sur une tâche à la fois et c'est juste qu'on fait toute notre attention sur une tâche, après on switch sur l'autre? Ou est-ce qu'on peut vraiment faire plusieurs tâches à la fois et diviser notre attention entre les tâches? Alors, c'est une question très intéressante parce que d'un point de vue macrosmatique, en fait, donc à notre échelle à nous, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais dans la grande majorité des cas, on les fera moins bien que si on les fait seuls. Donc ça, il y a eu beaucoup d'études là-dessus dans les années 90
où on s'est intéressé justement à ce qu'on appelle l'attention divisée ou l'attention partagée. Donc, en fait, c'est des gens qui travaillaient sur la fonction de sélection, l'attention, dans l'attention en tant que processus qui nous permet de sélectionner des informations. Et après, petit à petit, il y a eu un peu un changement de cap et on s'est intéressé à justement, est-ce qu'on peut sélectionner deux informations en même temps, etc. Donc, est-ce qu'on peut diviser notre attention? Et c'est là que, au niveau de la théorie, on a est émergé le concept selon lequel l'attention, en tous les cas nos ressources attentionnelles, on parle plutôt de ressources attentionnelles, étaient limitées. Donc, on a à notre disposition à un instant T une quantité de ressources attentionnelles qui est limitée. Donc, de fait, si on met toutes ces ressources attentionnelles sur une seule tâche, on va être hyper efficace. Mais si on doit réaliser deux tâches en même temps, eh bien, on va partager nos ressources attentionnelles sur ces deux tâches et on va du coup moins bien les réussir. Dans la majorité des cas. Si ces deux tâches, en fait, demandent une quantité de ressources attentionnelles importante. Parce que notre performance, elle va être bonne si la quantité de ressources attentionnelles nécessitée par une tâche si la quantité de ressources donnée à une tâche correspond à celle qui est nécessaire pour réaliser cette tâche. Si on peut en donner moins que ce qui est nécessaire, forcément la performance va diminuer. Donc, si on a deux tâches qui sont relativement demandeuses en attention, ben forcément, quand on sépare nos ressources, on n'a plus assez de ressources pour les réaliser correctement. Pour arriver à réaliser deux tâches simultanément de manière correcte, il faut qu'il y en ait une qui demande très peu d'attention. Ça existe, c'est ce qu'on appelle les tâches automatiques. Donc, en fait, quand on a surappris quelque chose, le fait de parler d'automatisme, c'est justement qu'on va pouvoir réaliser une tâche avec quasiment très peu d'attention. Donc, dans ce cas-là, on pourra faire deux tâches en même temps. Par exemple, je peux très bien faire du vélo et réciter une table de multiplication. Ça pose pas de problème parce que le vélo, justement, c'est quelque chose qui est automatique. Bon, pédaler, on va dire, parce qu'après, il faut quand même que je traite toutes les informations. Si je fais du vélo dans un endroit où il y a personne, voilà. Mais bon, voilà. Donc, parce que faire du vélo, c'est automatique, on va dire, et donc je peux à la fois réciter ma table de multiplication. Mais donc voilà, en fait, la notion d'attention divisée, ça renvoie un peu à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut relier ça à la concentration dont je parlais tout à l'heure, la fonction en fait de l'attention en tant que fonction qui permet d'être plus ou moins réactif. L'idée, c'est que justement, la fonction d'activation, elle va nous permettre de réguler la quantité de ressources attentionnelles à un instant T. Donc ça peut varier au cours de la journée avec la motivation, avec plein de facteurs en fait, hein. Et en fait, donc, une fois qu'on a une quantité de ressources attentionnelles, après, on va décider où on met ces ressources, si on les divise, si on les divise pas, etc. Mais donc, c'est en ça que les différents processus attentionnels que j'ai présentés comme étant séparés tout à l'heure, en fait, ils fonctionnent souvent en même temps. Ils ne sont pas dissociés. Mais on les étudie de manière dissociée pour mieux les comprendre, en fait. Et est-ce que du coup, comment se fait la différence neuronalement? Est-ce que c'est des patterns différents, des zones différentes du cerveau qui sont activées quand on va avoir l'attention qui est stimulée par un stimuli sur lequel on pose notre attention volontairement par rapport à lorsque c'est un stimuli qui vient de l'extérieur et qui du coup, comme l'exemple du craquement de bois ou du fait que par exemple on conduit automatiquement, je sais pas, on est dans nos pensées, donc on est en train de générer nos pensées et tout d'un coup on voit une voiture et du coup on remet l'attention sur la voiture. Est-ce que c'est traité de la même manière les deux ou est-ce que justement c'est des processus différents? Ouais. Alors, on sait maintenant depuis les années 90, depuis là, en fait, le début de l'imagerie, des techniques d'imagerie, notamment, les premières études, c'était en tomographie par émission de positons et par une équipe donc américaine, Posner, qui a énormément travaillé sur l'attention et notamment sur ces 2 types d'attention dont tu parles. Et on sait que ce sont des réseaux de structures, différents. Alors avec des structures communes, hein, mais différents. Donc par exemple, l'attention, on va dire contrôlée, elle met en jeu des aires pariétales, donc qui sont, on va dire, au milieu de la tête, là, les aires pariétales, et également des zones frontales, donc plus à l'avant du cerveau, mais avec un réseau de structures qui passe, on va dire, de manière supérieure, donc quelque part. Donc on parle de réseau dorsal. Et en revanche, l'attention qui va être capturée, un stimulus qui capture ton attention de manière automatique, en fait, ça va être plutôt ventrale. Donc, c'est d'autres structures qui sont plus au niveau du cortex temporal, pariétotemporal, mais qui vient aussi vers l'avant, vers les zones frontales.
Donc c'est pas exactement, c'est 2 réseaux en fait, distincts, bien qu'il y ait des structures communes. Et même pour, l'attention, qui permet la concentration, là, l'attention soutenue, la fonction d'activation dont je parlais la toute première, donc l'attention soutenue, et bien là, c'est un autre type de réseau qui met, plus en jeu, ce qu'on appelle, le réseau cingulo-operculaire. Donc c'est des structures vraiment antérieures et sous-corticales. Et donc en fait, on a grosso modo 3 grands réseaux, neurobiologiques impliqués dans les différents processus attentionnels, mais ils fonctionnent de manière complémentaire. Ils sont Voilà. Donc oui, c'est pas les mêmes structures, et c'est d'ailleurs depuis cette technique avec, bon, ça avait commencé un petit peu avant avec l'électroencéphalographie, mais c'est vrai que c'est avec l'avènement des techniques en neuroimagerie, que ce l'IRM fonctionnel et la TEP, que, on a commencé à voir qu'il y avait certes des structures, enfin des réseaux, neurobiologiques différents, ce qui a bien, comment dire, soutenu, l'idée que finalement il y aurait des processus attentionnels différents. Et est-ce que ces différents réseaux fonctionnent avec les mêmes neurotransmetteurs ou est-ce que justement, en fonction de l'attention qu'on va avoir, c'est des cocktails de neurotransmetteurs différents? Non, globalement, en revanche, les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans les processus attentionnels, quels qu'ils soient, ce sont, les 2 principaux, on va dire, c'est la noradrénaline et la dopamine, en fait. Donc, la noradrénaline, c'est une structure qui est, produite plutôt au niveau du tronc cérébral, et d'ailleurs, dans le tronc cérébral, il y a aussi une structure qui est impliquée dans l'attention soutenue, hein, donc cette attention qui sert au niveau de réactivité. Et donc elle va vraiment, elle va ouais, gérer plutôt la vigilance, l'attention soutenue, on va dire. Et donc par exemple, c'est ce qui va nous empêcher de nous endormir quand on conduit la nuit, voilà, qui nous permet de rester un peu vigilants, va nous aider à lutter contre l'endormissement. Et la dopamine, elle va être, plus, impliquée dans l'attention, on va dire contrôlée, parce que elle va agir beaucoup sur tout le système motivationnel, et le système motivationnel, en fait, renforce grosso modo, et on peut voir ça comme ça, en fait, les processus attentionnels. Donc, et elle va aussi, la dopamine, être beaucoup impliquée dans, la gestion des conflits entre des informations, et par exemple, c'est ce qui va nous permettre d'ignorer une distraction ou ce type de choses-là, enfin, donc de faire résoudre les conflits entre, justement, une attention automatique, une attention contrôlée, etc. Donc, en fait, elles fonctionnent, ces deux neurotransmetteurs, la dopamine et la noradrénaline, sont toutes les deux fortement impliquées dans les processus attentionnels, mais quels que soient en fait les réseaux mis en jeu. Et donc, pour les TDAH, ça va être un défaut un problème au niveau des connexions dans les différents réseaux cérébraux, ou ça va être un problème du coup au niveau de la dopamine qui va pas réussir à bien médiatiser les différentes informations et les priorités? Bah, en fait, ça va ensemble, hein, puisque c'est la dopamine, elle va être, dans en fait, la dopamine, elle est impliquée dans énormément de zones du cerveau, hein, comme quasiment tous les neurotransmetteurs d'ailleurs. Mais, donc dans le TDAH, l'origine neurobiologique du TDAH, donc effectivement, c'est attribué à un déficit en dopamine. Donc on pense qu'il y a vraiment un trouble on va dire un dysfonctionnement en fait du système neurochimique associé à la dopamine, mais également aussi à la noradrénaline d'ailleurs, hein. Alors c'est la dopamine qui est vraiment, le plus ciblée en général, mais c'est également aussi associé à un déficit en noradrénaline. Et il y a effectivement, plusieurs réseaux de structures nerveuses qui sont touchés dans le TDAH. En gros, on peut les résumer à 3 gros réseaux. Un réseau qui, relie le cortex préfrontal à, on va dire, le striatum, qui est une des structures, clés des ganglions de la base. C'est la même structure qui est touchée dans la maladie de Parkinson. Les gens, ils connaissent un peu avec la maladie de Parkinson, donc voilà, c'est une structure qui est centrale dans notre cerveau, hein. Les ganglions de la base, c'est plusieurs, noyaux. Donc ça, ce réseau-là, entre le cortex préfrontal et les ganglions de la base. Alors le cortex préfrontal dorsolatéral, il y a un autre réseau, c'est le cortex, frontal, mais ce qu'on appelle orbitofrontal, donc plus à l'avant, et pareil le striatum. Et il y a également un autre réseau qui part toujours du frontal, hein, parce que quand même le frontal, c'est ce qui est impliqué dans les fonctions les plus cognitives, les plus élevées, et qui est relié cette fois au cervelet, donc un réseau cérébello-frontal.
Donc, grosso modo, on a ces 3 réseaux qui sont touchés dans le TDAH et ces 3 réseaux, on sait très bien qu'ils fonctionnent fortement avec le système dopaminergique et noradrénergique. Donc, c'est pour ça que on explique les troubles du TDAH aussi bien par l'un que par l'autre, en fait, hein. Et le fait que ça touche le cervelet, est-ce que ça va avoir un effet sur des problèmes d'automatisation de la part des personnes? C'est une très bonne question, à laquelle j'ai jamais vraiment clairement réfléchi, mais merci de me l'avoir posée. Mais, il faut voir. Alors là, tout de suite, c'est pas évident de faire le lien. Pour moi, avec le lien avec le cervelet, ça, je le relie plus aux problèmes temporels, de perception temporelle auxquels sont confrontés les personnes avec un TDAH. Parce que pour le coup, ils ont plutôt des automatismes assez forts. Donc, c'est pas très cohérent avec un cervelet touché, ça. Donc là, tout de suite, joker. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est intéressant. C'est quelque chose qui a à réfléchir en fait. Mais du coup, ça pourrait peut-être se faire dans l'autre sens. Si justement ils Oui, ont des c'est ça. automatisations trop fortes, c'est Tout à peut-être fait. justement une. Mmh. Ouais. Oui, oui, oui. Puisqu'avec les liens entre le frontal et le cervelet, mais du coup, je sais pas exactement comment, mais effectivement, ils ont plutôt, eux, des automatismes assez prégnants. Donc, fait plus de mal à résister aux automatismes. Donc, c'est peut-être effectivement plutôt dans des problèmes d'inhibition, et cetera. Donc, mais c'est intéressant à creuser. Et du coup, quels sont les différents types de TDAH? Ah, alors, le TDAH, alors de manière intéressante, on va dire, parce que historiquement, en fait, c'était un trouble qui était vraiment associé à l'hyperactivité, en tout premier lieu. En fait, c'était des enfants, on qualifie, enfin, c'était plutôt les enfants hyperactifs, très agités, beaucoup en mouvement. C'était tous ces enfants-là qui ont été associés au TDAH en premier. Et il a fallu attendre quand même les années 80, je crois, quelque chose comme ça, pour que le terme d'attention, en fait, soit introduit dans le TDAH. Donc, c'est assez récent, on va dire depuis les années 80 que, on parle du trouble de l'attention. Et il me semble que c'est dans les années 90 avec ce qu'on appelle le DSM-4. Le DSM-4, c'est, le manuel de diagnostic, en fait, des troubles, de santé mentale, on va dire comme ça, que là, on a introduit 3 sous-types. Donc un TDAH avec une forme hyperattentive prédominante, un TDAH avec une forme hyperactive prédominante et un TDAH de forme mixte. Parce qu'en fait, les 3 symptômes qui sont associés au TDAH, c'est l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. On regroupe l'hyperactivité et l'impulsivité et on le sépare de l'inattention. Et ensuite, voilà, c'est comme ça qu'on définit en fait les 3 sous-types. Ça, c'est depuis les années 90, en fait. Donc c'est assez récent finalement, hein. Et est-ce que ces sous-types, du coup, je suppose qu'ils doivent avoir des corrélats neuronaux différents? Et comment est-ce qu'on va différencier, du coup, impulsivité et inattention, puisque, je sais pas, ça semble un Ouais. peu flou la frontière qu'on peut avoir entre les deux. Alors, au niveau des symptômes déjà, pour, peut-être, clarifier un peu, un enfant inattentif, c'est un enfant qui va être rêveur, distrait, qui va faire des fautes d'étourderie, qui va oublier ses affaires, donc c'est plutôt ça. Donc là-dedans, il y a pas d'hyperactivité, il y a pas d'impulsivité. Un enfant hyperactif, c'est un enfant qui va tout le temps bouger en fait. Il va se gigoter sur sa chaise, il va tripoter avec ses mains, il va bouger les pieds, dès qu'il va y avoir un objet posé, il va le prendre, et cetera. Donc ça, c'est l'hyperactivité. Et l'impulsivité, c'est un enfant qui va avoir du mal à se retenir de faire des actions. Donc il va couper la parole. C'est un enfant quand dans les jeux, il pourra pas attendre son tour, etc. Donc c'est ça l'impulsivité. Donc déjà, impulsivité, hyperactivité, inattention, c'est pas exactement la même chose d'un point de vue purement comportemental. Ensuite, quand on pose le diagnostic d'un TDAH, en fait, c'est le diagnostic, il est posé sur l'observation de l'enfant par un psychiatre ou maintenant par un pédiatre, neurologue, neuropédiatre. Et en fait, c'est le praticien va avoir un entretien, ce qu'on appelle un entretien semi-structuré, donc un entretien avec l'enfant et dans lequel il va poser un certain nombre de questions qui sont, elles, par contre, très bien codifiées. La manière dont on les pose, pas forcément, mais les questions, elles, sont codifiées. Et il faut, en fait, que cet enfant, il présente un certain nombre
de comportement, en fait, qu'on peut associer aux différents symptômes, donc soit l'inattention, soit l'hyperactivité, impulsivité. Et il faut qu'il les présente aussi dans différents milieux. Donc, il faut au moins 2 milieux différents, c'est-à-dire le milieu familial et le milieu scolaire. Donc sinon, on peut pas poser le diagnostic. Donc le diagnostic, il est posé essentiellement comme ça, en fait, d'accord? En suivant les critères du DSM, donc du manuel, de référence. C'est pas vraiment en allant faire des investigations cérébrales. Donc pour répondre à la première question qui était de savoir s'il y avait des substrats neurobio différents pour les différents sous-types, c'est pas quelque chose qui est encore extrêmement, établi et étudié, en fait. Mais très vraisemblablement, mais ce sont des pistes. En fait, on commence vraiment à s'intéresser à l'hétérogénéité des patients présentant, enfin des enfants, des adultes présentant un trouble du TDAH. Mais c'est difficile parce qu'il faut avoir des très grosses cohortes pour pouvoir faire des sous-catégories, et cetera, dans les études. Donc dans les études en général, justement, le gros problème, c'est qu'on a des populations souvent très mélangées et donc en fait, on traite un peu tout le monde ensemble alors que, quand même, il est plus que probable que justement, il y ait des différences neurobiologiques associées à ces différents sous-types, c'est sûr, et qu'il faudrait les traiter certainement différemment aussi ensuite au niveau thérapeutique. Mais il y a pas énormément, d'études là-dessus parce que c'est compliqué en fait, d'avoir des cohortes suffisamment importantes pour faire ça. Et le diagnostic est pas posé en lien avec la neurobiologie, il est posé uniquement, en fonction du comportement et des symptômes présentés par la personne en fait. Après, on peut, dans des centres un peu plus experts ou quoi, on va pouvoir faire compléter le diagnostic du praticien avec des tests neuropsychologiques, des batteries de tests un peu plus complètes, avec des tests qui vont cibler un petit peu les différentes fonctions, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, mais voilà, pour affiner le diagnostic. Ça, quand on peut faire ça, c'est mieux, c'est encore mieux. Oui, parce qu'en fait, c'était ça ma question, c'était que s'il n'y avait pas de batterie de test ou d'autres tests neurobiologiques, etc., je me demandais comment est-ce qu'on se protégeait, enfin, comment est-ce qu'on s'assurait que c'était bien un trouble de l'attention et que c'était pas une sorte d'anxiété forte ou un autre trouble qui viendrait causer le trouble de l'attention parce que trop de stress ou etc. Mmh, mmh mh. Bah, alors voilà, donc déjà, c'est bien quand, on peut compléter, avec des tests neuropsy. Donc les tests qui vont, eux, chacun cibler, notamment cibler l'attention, cibler, l'inhibition qui est dessous, l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc aller enfin essayer de cibler le mieux possible, on va dire. Donc il existe quelques batteries de tests quand même, mais qui sont pas toujours faits, hein, quand on pose le diagnostic. Il faut bien avoir conscience, ça. C'est que vraiment quand on est, en général, notamment suivi à l'hôpital, dans un service où il y a des neuropsychologues qui font ce travail-là, donc c'est pas toujours le cas. Ou alors ça peut être un psychiatre, un pédopsy qui demande aux parents d'aller voir une neuropsychologue, donc c'est vraiment pas toujours le cas. Mais la question, elle est intéressante parce que le TDAH, il est aussi associé à beaucoup de comorbidités, c'est-à-dire de troubles autres et notamment, le trouble de l'anxiété, ça en fait partie. Donc les médecins aussi s'assurent, en fait et balaient lors de leur entretien et balaient les autres, comorbidités les plus classiques et du coup, pour affiner le diagnostic. Quand, le praticien, voilà et en général, il prend le temps aussi de faire ça et souvent, il pose un diagnostic du TDAH en mentionnant les comorbidités associées. Et du coup, quelles sont les options de traitement et sur quel mécanisme est-ce qu'ils viennent justement faire levier? Très souvent, première intention, actuellement, c'est la médication qui est proposée aux parents. Donc, bon, je dis les parents parce que c'est vrai que c'est souvent des ados, hein, des enfants qui sont vus, c'est plus rarement des jeunes adultes et c'est problématique d'ailleurs. Mais ouais, donc, la première, c'est la médication et dans la médication, en fait, ça va être des molécules qui vont justement cibler, la dopamine dont on a parlé et la noradrénaline parce que, voilà, il y a quand même pas mal de données qui montrent maintenant que ça améliore, le comportement des enfants, ça réduit les symptômes d'hyperactivité, d'inattention. Donc la molécule active, c'est, en Europe, c'est le méthylphénidate et ça agit, on sait, sur, la régulation de la dopamine, notamment entre, les ganglions de la base dont j'ai parlé tout à l'heure et le cortex préfrontal et
Après, voilà, donc ça, on sait que ça améliore, mais il y a encore beaucoup de parents qui sont résistants à ce qu'on donne des médicaments à leurs enfants. Puis il faut vraiment aussi savoir que ces médicaments, ils ont des effets secondaires, donc ils peuvent provoquer des troubles de l'alimentation, du sommeil, des troubles de la croissance, même, en lien avec, des, réponses hormonales et cetera. Donc voilà, il y a des enfants qui le supportent pas bien, il y en a qui le supportent mieux, mais c'est parfois on et puis il faut arriver à trouver le bon dosage, ça prend un peu de temps, donc ça aussi. Donc ça, c'est le traitement en première intention, surtout quand les troubles sont, très, importants et que la qualité de vie de la personne est fortement détériorée. Parce que c'est ça qui est quand même, le plus important, essayer de leur donner une qualité de vie meilleure. Mais à côté des traitements, médicamenteux, on essaie de développer aussi des traitements, autres, donc alternatifs. Notamment, alors, au départ, il y a eu un engouement pour ce qu'on appelait l'entraînement cognitif. Donc en gros, c'est on va présenter des exercices à la personne pour entraîner, notamment dans ce cas, l'attention ou l'inhibition. Donc les 2 processus sous-jacents aux symptômes. L'attention, l'inhibition, donc les fonctions exécutives de manière plus générale également. Mais et on surentraîne la personne, sur des tests qui mobilisent ces processus et on espère que ça va transférer ensuite à la vie quotidienne. Bon, c'est pas très c'est le transfert, c'est pas quelque chose qui est toujours, démontré, on va dire. Donc petit à petit, il y a une évolution et maintenant, il y a d'autres manières de faire, c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, où là, en fait, on va plutôt, agir sur les processus liés à la récompense et donc renforcer les comportements positifs. Donc pour amener l'enfant petit à petit à s'autoréguler tout seul, on va lui donner, des outils qu'il va pouvoir utiliser dans son quotidien. Donc ça, c'est, une autre démarche et puis alors dans ces techniques-là, enfin dans cette famille-là, on va dire, on met aussi ce qu'on appelle, on essaie d'inclure pas mal les parents parce que donc, pour, faire l'apprentissage aussi au niveau de l'enfant, mais aussi au niveau des parents, donc donner des pratiques, qui vertueuses, on va dire, pour, renforcer, le TCC. Et donc ça se développe. Alors autant dire la vérité, c'est qu'en France, on est hyper en retard là-dessus, hein. Donc il y a des pays qui sont bien meilleurs que nous, comme la Belgique ou le Québec notamment, où vraiment, ces thérapies-là d'accompagnement, ces aides psychosociales sont beaucoup plus développées que chez nous. Nous, on est quand même un peu à la traîne là-dessus, pas très, très bon, très en retard. Et au niveau de la recherche, heu, il y a pas non plus, il faut aussi être, enfin honnête, pas énormément d'études qui, comment dire? Qui s'intéressent en fait à l'impact de ces psychothérapies sur le fonctionnement cérébral. En fait, il va y avoir des études qui montrent oui, on a fait suivre une psychothérapie pendant 3 mois à un groupe d'ados et cetera et on a observé que, leurs symptômes diminuaient. Bon OK, c'est très descriptif, mais il y a pas tant de ça d'études qui montrent, qui cherchent à étudier l'impact de la psychothérapie sur les processus cognitifs, vraiment sur, le fonctionnement du cerveau et cetera. Donc, nous on a eu fait une étude comme ça dans le passé et en fait, on s'est rendu compte que vraiment, bah, de manière anecdotique, hein, mais c'est intéressant que la psychothérapie qui avait été utilisée dans le service avec lequel on avait travaillé en collaboration à Marseille, là, à l'hôpital Salvatore, le service du professeur Da Fonseca. En fait, on s'est rendu compte que la psychothérapie était plus efficace que le méthylphénidate, en fait. Donc évidemment, il faut reproduire ça, mais c'était quand même, des résultats qui questionnent, hein, et qui sont très intéressants. Donc on va essayer d'explorer, plus amplement, mais c'est quand même encourageant. Et ensuite, toujours sur ces options de traitement, il y a quelque chose qui se développe beaucoup, qui est très à la mode, ce qui ne veut pas dire que c'est très efficace, loin de là. Ce qu'on appelle le neurofeedback. Le neurofeedback, en fait, c'est à la mode parce que c'est en lien avec un peu l'intelligence artificielle, et cetera. Donc c'est très à la mode. En fait, le neurofeedback, c'est que, par exemple, on va enregistrer l'activité cérébrale de la personne et on va l'amener à se mettre dans un état cérébral spécifique en lui donnant une récompense, des indices qui lui disent, qu'elle est dans cet état.
C'est intéressant parce que ça passe pas forcément par des consignes verbales, donc ça peut être utilisé, même avec des enfants très jeunes qui, ont pas encore, une connaissance des concepts développés. Quand on lui dit et puis même quand on dit à un enfant: «Il faut que tu te concentres, que tu fasses plus attention», ça veut pas dire grand-chose en fait, hein. Mais avec ces méthodes-là, en fait, on va enregistrer l'activité cérébrale en continu, on va s'intéresser à certaines ondes spécifiques dont on sait qu'elles sont impliquées dans les processus attentionnels et dès et par exemple, quand il va atteindre ce niveau-là, ben, on va faire, décoller une montgolfière, s'épanouir une fleur, enfin bref, on lui donne un feedback visuel ou lui faire entendre une musique agréable et cetera. Donc il a un feedback et lui, il essaie de rester dans cet état-là. Et c'est des états normalement qui sont associés à des états, attentionnels, on va dire un peu. Donc ça, c'est l'idée de base du neurofeedback. Mais la réalité, c'est qu'on est encore très loin, un, d'avoir identifié les rythmes cérébraux déficitaires chez les enfants avec un TDAH. En plus, ça a l'air vraiment d'être lié notamment au type de TDAH, et cetera. Et 2, donc de savoir sur quoi exactement il faut jouer précisément et de donc c'est très à la mode parce que derrière il y a des sous, de l'argent, parce qu'il y a des gens qui développent des casques et cetera, donc ça excite, beaucoup le monde, on va dire, économique. Mais en réalité, il y a quasiment aucune étude scientifique qui montre de manière rigoureuse l'impact du neurofeedback. Alors quand je parle d'études, rigoureuses scientifiques et franchement, moi j'insiste là-dessus parce que quand je forme les étudiants en psycho, vraiment je trouve que c'est hyper important qu'ils aient conscience de ça, parce que c'est eux les futurs psychologues. C'est que en fait, si on fait des études en double aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'enfant a reçu un neurofeedback, un traitement, placebo ou pas, et la personne qui évalue les symptômes de l'enfant ne sait pas s'il évalue un enfant avec un TDAH ou pas. Ça, ce serait le protocole scientifique strict, d'accord? Eh bien, les études en double aveugle, il y en a quasiment aucune qui rapporte un effet bénéfique du neurofeedback. Donc voilà, ça, il faut quand même en avoir conscience. Mais dans tous les cas, si on progresse dans la compréhension de déficits cérébraux du TDA liés au TDAH, ça peut être une piste à explorer, dans le futur. Et je voulais savoir, est-ce que, parce que j'avais entendu Amy Shija, donc une chercheuse, il me semble qu'elle est à Miami, qui parlait dans un podcast, je crois pas que ce soit ses recherches, mais j'ai plus le nom du chercheur en question, qu'ils essayaient de développer certains jeux vidéo pour justement entraîner les processus cognitifs. Mais du coup, je me demandais si déjà même les jeux vidéo de base, qui du coup viennent vraiment capturer l'attention de manière forte, où il y a des récompenses et qui du coup forcent l'enfant à... Enfin, même pas le force, l'enfant est plongé dedans entièrement. Et donc, est-ce que ça, justement, ça peut être utile pour améliorer après? Est-ce que ça se transfère pas du tout? Ou est-ce que même juste que la simulation est tellement forte qu'après, en contexte réel, les stimuli sont pas assez forts pour pouvoir revenir capturer l'attention derrière? Ah mais ça, c'est une piste qui est également alors c'est lié justement un peu, aux théories cognitivo-comportementales, on va dire, ça part un peu de là et entre ça et l'entraînement cognitif, on va dire, c'est un mix un peu des 2. Mais effectivement ça aussi, ça se développe de plus en plus parce que là aussi derrière, il y a des retombées socio-économiques, potentielles, on va dire. Mais alors, il y en a plusieurs, hein, de jeux comme ça qui se développent actuellement. Enfin, c'est très en vogue, hein et on est souvent nous, comment dire? Contactés tous par des boîtes, des entreprises qui veulent développer ce type de jeu. Alors il y a 2 choses. C'est sûr que, mettre les enfants, avec un TDAH devant des écrans alors qu'actuellement il y a tout ce débat aussi sur, le rôle néfaste des écrans, on va dire que c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses. Après, il faut pas tout jeter à la poubelle parce qu'il y a certains jeux de ce type qui sont très bien faits, qui reprennent vraiment les principes des TCC. C'est-à-dire que en fait, dans les TCC, notamment, on va expliquer aux enfants quel est leur trouble, qu'est-ce que c'est un TDAH, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, qu'est-ce que c'est qui dysfonctionne chez eux. Donc comment et ensuite on va leur donner des trucs, des astuces pour, venir compenser, leurs troubles. Et en fait, il y a des jeux qui sont construits de la même manière, en fait, dans lesquels il y a en fait, c'est des jeux, comme on dirait un peu des jeux ludo-éducatifs, pour apprendre les maths, le français. C'est un peu le même esprit, donc c'est ce type de jeu-là, en fait, les serious games, là. Donc
Voilà, donc ça peut être intéressant en quelque sorte parce que ça va remplacer, peut-être ou en tous les cas, ça essaie de ressembler à ce que peut faire une psychologue avec un enfant, et cetera et c'est peut-être, ça met peut-être à portée de plus de monde, ces outils-là, parce qu'aller chez une psychologue toutes les semaines, ça a un coût, hein, donc voilà. Mais pour l'instant, c'est pareil, il y a aucune étude scientifique qui montre que ces jeux, sont, efficaces. Il y a pas eu d'études réellement, rigoureuses, avec toutes, on va dire, tous les critères nécessaires qui montrent, que ces jeux ont un impact positif. OK. Et justement, là, vous parliez des écrans. On entend beaucoup dire, que ce soit pour chez les enfants, chez les adolescents ou même chez les adultes, avec de plus en plus, du coup, TikTok, Instagram, YouTube qui font du coup les formats courts, de plus en plus courts, qui sont très intenses avec les gens qui passent beaucoup. Et c'est un petit peu une analogie avec les jeux de casino, enfin la machine à sous des casinos, où en quelques secondes, on va de temps en temps avoir le pic de dopamine, puis sinon on va pas avoir le pic, on sait jamais ce qui arrive ensuite, et on a juste à faire un mouvement de doigt. Et donc, tout le fait que du coup, d'un coup, on passe, je sais pas, d'une vidéo d'animaux à une vidéo de bagarre à autre chose, comment est-ce que du coup ça a vraiment un effet? Est-ce qu'il y a des études qui sont allées se plonger là-dedans et qui ont regardé et qui ont montré qu'il y avait un effet néfaste sur l'attention? Ou est-ce que justement, il n'y a pas vraiment d'effet négatif, c'est-à-dire que ça ne se transfère pas forcément sur après les autres domaines de la vie, etc. Si ce n'est peut-être l'addiction du coup que ça pourra procurer, mais pas forcément de dommages sur l'attention. Alors, ça, c'est un débat très actuel. Donc, il commence à y avoir des études, mais il n'y en a pas encore des tonnes hein, vraiment là-dessus. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse claire pour l'instant. Il n'y en a pas. Mais quand même, ce qui commence à sortir, et de manière, on va dire, récurrente, c'est notamment l'âge à laquelle l'exposition aux écrans se fait. Et là où il y a, je pense, il commence à y avoir vraiment un certain nombre de données significatives et reproductives, c'est en fait sur les jeunes enfants. Donc là, il y a quand même un certain nombre d'études maintenant qui montrent qu'il y a un lien préoccupant entre l'exposition précoce aux écrans chez les jeunes enfants, c'est-à-dire avant l'âge de 3 ans. Et non seulement c'est une exposition aux écrans précoce, mais en plus elle est passive, parce qu'à cet âge-là, on met les enfants devant l'écran pour pas avoir à les surveiller, et cetera, pour faire autre chose et bon, voilà. Il n'y a pas de jugement, hein, quand je dis ça, mais c'est souvent fait comme ça. Et donc quand, justement cette exposition, elle est très précoce, avant l'âge de 3 ans, qu'elle est passive, c'est-à-dire l'enfant, il est posé devant son écran et tout seul face à son écran et elle commence à être excessive. Alors dans les études, quand on parle d'exposition excessive, c'est au-delà de 2 heures, par jour. Là, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent qu'il y a une corrélation. Alors corrélation ne veut pas dire cause, certes, mais quand même qu'il y a une corrélation entre des retards de langage, des retards dans les interactions sociales et des retards, aussi au niveau, des processus attentionnels, des capacités attentionnelles. Donc ça, c'est, une partie de la littérature qui se développe de plus en plus et quand même, voilà, pour l'instant, je pense qu'on en est surtout là à montrer des corrélations, en fait. Après, il y a d'autres, études qui commencent à sortir, c'est sur, l'exposition l'impact l'exposition au format court, des trucs, genre, TikTok, tout ça là. Bon, moi je suis pas hyper, là-dedans, mais là c'est pareil, je sais qu'il y a des études qui commencent à sortir là-dessus et qui pareil montrent des corrélations avec une diminution de l'attention soutenue, donc la capacité de concentration, quand on peut rester, concentré. Donc donc une réduction justement de la durée pendant laquelle on peut maintenir notre attention sur une tâche, demandeuse. Alors en temps normal, c'est une demi heure, hein, même chez un sujet, classique, on va dire. Et là, a priori, il y a des études qui montrent que ça diminue. Et donc ça, le fait de format court comme ça, où on a toujours des choses qui changent, c'est vrai que ça a l'air d'impacter notre capacité de l'attention soutenue. Mais ce qui a l'air de causer plus de problèmes, en fait, c'est un peu ce que tu disais, c'est, comment dire? C'est l'attitude face à la récompense. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'à chaque fois qu'on donne quelque chose de nouveau au cerveau, il va faire un petit pic de dopamine. Donc il active en fait le circuit de la récompense, hein. Notre cerveau, il aime la nouveauté, il aime explorer en fait. Donc il aime quand on lui donne quelque chose de nouveau.
Et à force donc d'être gavé à des pics de dopamine, c'est vrai qu'on commence à se poser la question de savoir, est-ce que ça, c'est pas aussi ça a pas aussi un impact sur le fait que quand on doit faire des tâches monotones qui durent plus longtemps, on n'a pas ces pics de dopamine. Donc est-ce qu'en gros, le cerveau, il va pas avoir plus de mal donc à faire une tâche, longue, pas juste pour un problème attentionnel, mais aussi parce qu'il a pas de il a plus de shoot de dopamine. Alors c'est des petits shoots, faut pas exagérer, hein, on n'est pas drogué, hein, c'est pas. Mais voilà, donc ça, il commence à y avoir aussi des études qui montrent une corrélation entre l'exposition aux écrans, enfin au format court et rapide, et une résistance, en fait, un impact sur le système de récompense, en fait. Donc ça questionne, tout ça, ça questionne en fait. Mais après, si pour être totalement honnête, il y a aussi des études. Alors dans les années 2000, il y a une chercheuse américaine qui a beaucoup travaillé sur l'impact des jeux vidéo, sur le fonctionnement cérébral, etc. Et elle avait montré que les jeux vidéo qui demandent, donc en fait, là on n'est plus sur les TikTok, les formats courts ou quoi, hein, les vrais jeux là, hein, où en fait les gens sont devant leur écran, mais ils doivent traquer des informations, ils doivent ajuster, ils doivent réagir, etc. En fait, elle avait montré, hein, il y a des études qui ont sorti. Alors, c'est vrai que on n'aime pas trop le dire euh, parce que ça peut être récupéré et Ouais. déformé, on va dire. Mais ça, elle avait montré, on sait très bien qu'il y a certains jeux vidéo qui vont renforcer certaines capacités attentionnelles, mais pas toutes. En fait, certaines, certains processus attentionnels. Donc, par exemple, moi, je fais travailler mes étudiants en master, parce que bon, là, ils sont grands et qu'on peut discuter avec eux, sur des articles qui montrent qu'effectivement, les joueurs de jeux vidéo sont plus performants que des sujets contrôle dans certains types de tâches, comme les tâches de recherche visuelle ou des choses comme ça. Mais c'est très spécifique. Donc, voilà. C'est pas. Ou sur des tâches de réactivité, ils vont être beaucoup plus. Sur les tâches de temps de réaction, ils vont être plus rapides, des choses comme ça. Mais ça reste très spécifique, en fait. Donc il faut pas tout jeter. On peut utiliser l'outil numérique, mais il faut que ce soit fait de manière très encadrée. Après, c'est sûr qu'un enfant qu'on pose devant un écran et qui fait de la vision passive, euh, ça aura un impact beaucoup plus délétère qu'un enfant qui va regarder une vidéo éducative avec son père ou sa mère qui lui explique. Et la vidéo, le jeu est comment dire, un objet d'interaction sociale, d'échange. C'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut pas tout mettre à la poubelle d'un coup. Mais enfin, pour la santé, je pense que de manière globale, il faut quand même alerter grandement, grandement sur les effets négatifs, ouais, des écrans. Voilà, il faut privilégier les comptes. Et non, il y a un autre point important, c'est la différence entre des contenus lents et des contenus rapides. Parce que les contenus rapides, en fait, ça crée une fatigue mentale, en fait, une surcharge mentale. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un contenu lent. Donc ça aussi, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi en compte, quoi. Surtout que j'ai l'impression que dans le fait d'être passif par rapport aux jeux vidéo, et encore, les jeux vidéo paraît peut-être avec une limite de temps et en fonction de l'âge, mais c'est que en plus dans le contenu passif, le temps que l'enfant à 3 ans va passer devant l'écran, c'est du temps qu'il va pas passer à faire autre chose, donc à travailler ses interactions sociales, etc. Et donc le négatif Oui, viendra c'est peut-être ça. même pas forcément du fait de regarder le passif, que du fait de pas faire les autres choses qu'il devrait être en train de faire, explorer, jouer, apprendre à son corps, etc. Et donc faire tous les autres câblages qui sont nécessaires à un bon développement. C'est exactement ça. En fait, c'est pas tant que l'écran va empêcher l'apparition du langage, c'est que pendant qu'il est devant l'écran, effectivement, il parle pas, il n'interagit pas, il a pas quelqu'un en face de lui qui parle, qui fait bouger ses lèvres, qui produit des sons, etc. Qui a pas des émotions en face de lui. Et c'est ça, c'est qu'en fait, ce temps-là, il n'est pas dédié à autre chose. C'est ça le premier problème, en fait, sur l'exposition aux écrans des jeunes enfants. C'est parce que ce temps-là, il n'est pas utilisé à autre chose. Après, pour les enfants même un peu plus grands, de manière générale, à force de remplir le temps des enfants avec de l'activité, on enlève aussi, donc c'est bien que tu fasses cette remarque parce que c'est tout un autre aspect ça, que j'ai pas évoqué, mais on enlève aussi ce temps de ce qu'on appelle
l'esprit baladeur, en fait, le mind wandering, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié ces dernières années. Et en fait, on sait que c'est quelque chose qui est nécessaire au processus de mémorisation, par exemple, aux apprentissages, etc. Donc, au développement des structures cérébrales, au câblage neuronaux, etc. Donc, ce temps d'ennui qu'on peut considérer comme l'ennui chez les enfants, c'est quelque chose qui est nécessaire et fondamental pour les apprentissages, en fait. Donc, et en remplissant le temps des enfants, ne les laissant plus s'ennuyer, en fait, on leur enlève tout ça aussi. Donc, ouais, c'est plus que ça prend la place d'autres choses, c'est exact. Tout à fait d'accord avec ta remarque, c'est tout à fait ça. Et pour les formats courts, le souci aussi, j'ai l'impression qu'il y a, c'est que par rapport aux formats longs qui vont forcer du coup avec des hauts, des bas plus ou moins, enfin, où du coup il va y avoir des petits pics dans la vidéo, mais aussi des bas, où par exemple quand on écoute un podcast, etc., où ça reste plutôt monotone, enfin, par rapport à plein de formats courts qui s'enchaîneraient, j'ai aussi l'impression que du coup, ça peut permettre de... Enfin, le format long vient pas forcément enlever la concentration dans le sens d'être capable de se mettre sur une tâche monotone et de rester dessus par rapport au format court qui, justement, le moment où ça devient monotone, c'est le moment où on va juste passer, on va remettre un petit coup de casino et du coup, en plus, on a le renforcement, j'ai l'impression, avec la dopamine qui, du coup, vient renforcer ce comportement de décrocher. Donc, en fait, j'ai l'impression, je me demande si le mal sur l'attention soutenue peut pas être fait par un renforcement négatif, justement, de ce décrochage, que justement, on entraîne notre cerveau à, dès qu'il s'ennuie, à décrocher, à décrocher, à décrocher en boucle. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, donc là aussi, c'est vraiment une grosse différence. Alors, c'est parce que je disais les rythmes lents, en fait. Souvent, les rythmes lents, ils sont associés à des temps longs, justement. Donc, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on ne peut pas comparer, effectivement, un enfant qu'on va mettre pendant 1 heure devant un reportage où il va devoir, qui est lent, où il va devoir être attentif. Et effectivement, cet enfant, pendant 1 heure, là, il va mobiliser son attention, il va prendre de l'information, qu'il va avoir le temps de traiter. Donc, il va faire fonctionner en fait tous les réseaux neuronaux associés à ça. Et ça, on peut pas comparer ça avec effectivement un enfant qui prend de l'information, qui change régulièrement et qui reprend son shoot de dopamine et qui effectivement n'a plus du tout cette capacité en fait à rester concentré pendant des périodes plus longues. Donc et qui au contraire a une grosse capacité à être distrait en fait. Et surtout, il ne sait plus résister à la distraction parce que c'est ça qui est important parce que être distrait quand on est attentif à quelque chose, être distrait, c'est par des stimuli imprévus, c'est juste normal. Un enfant en classe qui tourne la tête quand il voit passer un oiseau par la fenêtre, c'est pas un problème en fait. C'est normal, c'est l'attention automatique, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est les stimuli extérieurs qui viennent capturer son attention. C'est normal ce qu'il fasse ça. Je veux dire, on fait tous ça. Le problème, il vient si après l'enfant est incapable de ramener son attention sur ce qu'il était en train de faire. Donc l'attention contrôlée. Donc l'autre aspect. C'est là qu'il y a un problème. C'est s'il est plus pas capable de revenir à sa tâche initiale. Donc si c'est cette capacité d'attention contrôlée qui est mise en défaut. Et ces contenus qui bougent sans arrêt, etc. Le problème, il est là, c'est qu'en fait, ça crée des gens très sensibles à la distraction, mais surtout des gens qui n'ont plus... On leur demande pas de venir remettre leur attention sur leur tâche première, parce qu'il n'y a pas finalement de tâche première, puisque le but du jeu, c'est d'être distrait en permanence. Donc en fait, ils perdent cette capacité d'attention contrôlée. Donc il est là le problème, c'est qu'en fait, ils perdent cette capacité à venir se reconcentrer sur une tâche initiale. Donc ça, c'est vraiment un des gros impacts délétères de ces formats du zapping, en fait. Hein. Et vous parliez juste avant du fait que justement si on enlevait le temps d'ennui, il y avait plein de mécanismes neuronaux qui ne se faisaient pas, ou en tout cas moins bien. Et donc, est-ce que justement la surcharge cognitive, le fait de faire toute la journée quelque chose, vient nuire à l'attention au long terme? Ou est-ce que l'attention, c'est juste une ressource qui va du coup fluctuer au cours de la journée, donc c'est normal si on va en avoir plus ou moins? Mais globalement, le fait de faire des journées, je sais pas, de 16 heures où on s'arrête pas, ça va pas causer de problème sur l'attention elle-même, la capacité à se concentrer, voire même ça va peut-être l'entraîner, puisque du coup, pendant 16 heures, on s'entraîne à avoir une attention continue. Mmh. Non, en fait, c'est sûr que
avoir une surcharge cognitive, ça va affecter les processus attentionnels. Ça, c'est notre attention, elle fluctue au cours de la journée, pour plein de raisons, mais une des raisons notamment, c'est la fatigue cognitive. Comme c'est une ressource limitée, donc on a à un instant T une quantité d'attention limitée, mais en fait cette quantité, elle bouge au cours de la journée. Elle bou elle bouge avec notre rythme biologique, hein, avec les rythmes circadiens, mais on peut pas notre niveau de vigilance, parce qu'en fait, disons que pour faire simple, cette quantité d'attention, de ressources attentionnelles qu'on a à l'instant T, appelons ça la vigilance ou l'attention soutenue, d'accord? Elle, on sait déjà qu'elle bouge de manière naturelle au cours de la journée en fonction des rythmes circadiens. Notamment, on sait qu'on a une meilleure attention, une vigilance, une meilleure attention soutenue en fin de matinée, enfin en milieu de matinée, on va dire, et en fin d'après-midi, par exemple. Après, ça peut légèrement bouger avec le chronotype qu'on a, hein, parce qu'on a quand même un peu des chronotypes, soit on est plus du matin, plus performant le matin, soit plus le soir. Mais c'est à la marge quand même, hein, on a tous ces rythmes circadiens. Mais donc ça, c'est ce qui fait fluctuer notre attention déjà. Mais la fatigue cognitive, c'est vraiment un autre aspect important, parce que on peut pas rester avec des ressources attentionnelles au taquet toute la journée, c'est pas possible en fait. Donc plus on va avoir nos ressources attentionnelles qui vont être mobilisées, au bout d'un moment, enfin, dès que c'est une activité mentale forte en fait, hein, il y a quand même un grand nombre de structures cérébrales mises en jeu, et les structures cérébrales, elles consomment du glucose, elles consomment de l'énergie en fait. Donc mon nez, il n'y en a plus. Donc on ne peut pas rester comme ça en surcharge cognitive en permanence. Donc oui, ça va affecter notre capacité attentionnelle en plus. Tout à fait. Et il faut faire des pauses régulières d'ailleurs, si on veut être efficace. Ouais, j'ai vu ça parce que du coup, cette année, j'ai pas mal bossé entre podcast, études et le boulot. Et je voyais que je travaillais dans un collège. Et c'est marrant parce que du coup, au collège, je fais pas vraiment de tâches où j'ai besoin de porter mon attention longue, où c'est de la concentration, etc. Vu que je suis surveillant, c'est beaucoup juste tout le temps une simulation par des élèves qui demandent de faire quelque chose, etc. Et donc tout le temps aller à droite, à gauche. Et je me rends compte que du coup, je faisais la comparaison entre mes week-ends ou quoi, où je pouvais bosser du coup toute la journée, faire du montage, faire des choses comme ça et avoir une attention qui était fixe. Et celle au collège où justement il n'y avait pas une minute dans la journée, où il n'y avait pas je devais parler à un élève, où je devais aller faire un truc à droite à gauche, où il y avait tout le temps du coup une simulation externe. Et le soir, après le collège, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je peux plus poser mon attention sur quoi que ce soit, c'est pas possible. Et alors que autrement non. Et donc je trouve ça marrant du coup de voir comment est-ce que, enfin du coup j'ai vraiment expérimenté le fait d'être cette fatigue cognitive. Et du coup je me demandais, est-ce qu'il y a des moyens de la recharger outre du coup une bonne nuit de sommeil ou une longue sieste. Est-ce qu'il y aurait des méthodes, des choses comme ça qui permettent justement de faire remonter les niveaux d'attention pour après pouvoir refaire quelque chose? Oui, il y a des moyens de recharger. Déjà, c'est en faisant des pauses régulières. En fait, ouais, oui, ça paraît, je réfléchis en même temps que je réponds à la question, mais oui, déjà, des pauses régulières, ça permet de recharger, et c'est important en réalité, hein, de pouvoir avoir ces temps de pause. Et en fait, je pense au burn-out des mères de famille. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. J'étais en train de continuer à réfléchir à ce que tu venais de dire, et ça me fait penser à ça. C'est les mères de famille, en fait, bienvenue dans le monde des mères de famille qui, en fait, ont toujours en fond 1000 post-it dans la tête, 1000 trucs à faire, et qui, on comprend pas pourquoi elles sont épuisées, mais en fait, il y a des explications physiologiques très simples. Donc, et ce qu'on peut recommander justement, c'est ça, c'est de faire, et c'est ce que recommandent les médecins d'ailleurs, hein, ils le disent, ils apprennent aux gens en fait, à faire des pauses très régulières. Quand on vient de faire un travail intense au niveau mental, ben, il faut faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure, vraiment pour se poser. Il y a aussi la pratique d'activité physique. On sait que la pratique d'activité physique va en fait élever le taux d'oxygène au niveau préfrontal. Donc en fait, si tu as un taux d'oxygène, tu vas permettre, améliorer le métabolisme neuronal, enfin, pour faire simple.
Donc, on sait que des pauses et de la pratique d'activité physique, c'est quelque chose qui peut aider à remobiliser en fait, enfin, à faire redescendre la fatigue mentale pour justement mieux repartir. Et puis, il y a des études qui commencent à s'intéresser aussi à l'impact de la méditation. Parce que la méditation, c'est un temps de pause où tu vas apprendre à ton cerveau à ne se focaliser plus que sur une seule chose, en fait. Et donc, qui va apprendre à évacuer tous ces stimuli. Et il commence à avoir des études qui montrent, des études en imagerie cérébrale, notamment en IRM fonctionnel, qui montrent, alors plus en IRM anatomique d'ailleurs, hein, qui montrent en fait qu'il y a un impact sur certaines zones cérébrales de la méditation, comme le cortex préfrontal, dont je parlais tout à l'heure, qui est lié justement un peu à la fonction à la vigilance, à l'attention soutenue, le cortex singulaire antérieur aussi, dont j'ai parlé. Et il y aurait en fait une modification de la densité neuronale de ces structures après quelques mois d'entraînement régulier à la méditation. Et puis j'avais lu aussi, il n'y a pas très longtemps, une étude, parce que je m'intéresse assez à ça, sur l'impact, qui montrait l'impact de la médiation sur ce qu'on appelle le réseau par mode par défaut. Et le réseau par mode par défaut, c'est un réseau dans lequel, en fait, on a cru pendant longtemps que quand on fait rien, notre cerveau, il fait. En gros, c'est difficile de rien faire. Donc, quand tu lui donnes pas une tâche précise, ben, en fait, il va être activé en fonction de tes pensées, selon à quoi tu penses, etc. Mais maintenant, on sait que quand on donne pas une tâche précise au cerveau, en fait, il y a un réseau de structures qui est activé et quasiment toujours le même, donc qui implique notamment des structures pariétales, des structures frontales reliées en tête, dans ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Et il est activé justement quand on est dans cet état de rêverie un peu là dont je parlais tout à l'heure. Et quand on rentre dans une tâche, on passe de ce mode de ce réseau à un autre type de réseau qui est celui impliqué mobilisé par la tâche qui est en cours. Et en fait, ce changement-là, ce switch du réseau du mode par défaut au réseau qu'on appelle lié à la tâche, l'autre, eh bien, il peut se faire de manière plus ou moins efficace. Et en fait, la méditation, elle réduirait, elle permettrait un meilleur switch, en fait, du DMN vers les tâches. Et elle réduirait l'activité du réseau par défaut. Donc, en fait, elle permettrait aussi d'être dans cet état avec moins de fonctionnement cérébral, moins d'énergie utilisée. Donc, voilà, la méditation, ça peut être un bon moyen de reposer ton cerveau. Il y avait 2 points sur lesquels je voulais revenir. Le premier, c'est pendant les pauses. Est-ce que du coup, on peut faire de la méditation, on peut s'allonger, on peut imaginer du coup, ne rien faire, entre guillemets. Ou est-ce que justement, c'est vraiment important de rien faire ou de faire de la méditation, de faire quelque chose de très bas en stimuli? Ou est-ce que s'il regarde une vidéo passivement, c'est réglé, ça marche aussi? Ou est-ce qu'il faut vraiment du coup quelque chose de vraiment calme? Je pense qu'il faut essayer de mobiliser le moins possible. Parce qu'une vidéo passive, oui, ça va te faire redescendre. Mais d'ailleurs, ce qui va se passer souvent, lorsque tu as été extrêmement stimulé et que tu vas regarder une vidéo passive, ce qui va se passer sous la plupart des cas, c'est qu'en fait, pendant que tu regardes cette vidéo, tu as ton esprit qui va vagabonder. Et justement, il va en mode par défaut, et c'est ça qu'il recherche, parce que c'est de ça dont il a besoin. Donc en fait, il va lui-même vers cet état-là. Alors la vidéo calme, etc., elle va l'aider à ça. Donc, tu peux mettre aussi de la musique, hein, en fait, des choses. Après, tu peux utiliser des outils pour entrer dans cet état. Mais en fait, l'état de rêverie, c'est le meilleur état pour récupérer finalement, pour recharger les batteries. Et le deuxième point, c'était justement pour la méditation. Souvent, les états de méditation vraiment experts, où il va y avoir toutes les choses, dissolution de l'ego, où justement les personnes vont vraiment faire plus qu'un avec leur perception, comme s'il y avait, toute l'attention est concentrée uniquement sur les perceptions, tout le reste est jeté à la trappe. Disparaît, c'est vraiment l'attention est pleinement, ils ressentent justement, ils appellent ça en anglais, mais je pense que c'est la pleine attention. Mindfulness, justement, oui. et, euh, et ça, c'est corrélé du coup à un arrêt complet du mode par défaut. Et justement, il me semble que pour les états de flow, qui est du coup une sorte de concentration, un état de concentration parfait, entre guillemets, c'est corrélé aussi du coup à une réduction du mode par défaut, voire
un arrêt complet de celui-ci, puisque pendant qu'on est dans un état de flow, on ne se rend pas compte qu'on est dans l'état de flow, on oublie notre méta-perception, et c'est uniquement au moment où on en sort, qu'on déconnecte, que d'un coup on se rend compte qu'on était dans l'état de flow avant et qu'on a le retour du moi, enfin le retour de la perception d'être un sujet. Et du coup, la méditation, ça fait sens que du coup ça vienne entraîner ça, puisque en plus de ça, donc ça va entraîner du coup à se mettre dans un état de flow, à se concentrer uniquement sur une chose, mais ça va aussi entraîner à quand notre cerveau part quelque part ou qu'il y a un stimuli externe, etc., justement aussi à revenir, à inhiber ce qui se passe à côté pour essayer de revenir Ouais. là-dessus, dont aussi des stimuli, parce qu'on parle des stimuli externes, mais dans les stimuli externes, il y a toutes les pensées aussi que j'ai l'impression qu'ils viennent capturer involontairement, même si on peut dire que c'est nous qui les produisons, ça vient... si on est concentré sur une tâche et que d'un coup on se met à penser à autre chose, on n'a pas choisi de penser cette chose et c'est venu capturer notre attention sur le moment. Il faut que justement on en sorte, qu'on sorte de ces rêveries pour remettre notre attention. Mais c'est ça l'intérêt. Alors, c'est vrai que la méditation, ça devient un outil. Alors, il y a des gens qui ont travaillé pas mal là-dessus, hein, notamment Jean-Philippe Lachaud, lui, il s'est intéressé beaucoup à ça. Et dans les écoles, il essaie de donner un peu des. Alors, je n'ai pas suivi tout ce qu'il fait, hein, mais je sais que dans les écoles, il a essayé de mettre en place des programmes qui aident à mobiliser l'attention des élèves et que dans les outils utilisés, il propose la méditation. Et alors la méditation, il y a plein de méditations différentes, mais la mindfulness, justement, celle dont tu parles, c'est ça, c'est qu'on va apprendre non seulement à se concentrer sur une seule chose, mais surtout, l'aspect important, c'est qu'on va apprendre, c'est exactement ce que tu disais, à quand notre esprit est capturé par des pensées intrusives, à venir se refocaliser sur la respiration ou l'image qu'on avait dans la tête. Enfin bon, après, ça peut être variable. Mais c'est ça le point vraiment clé, c'est qu'en en fait, on va apprendre à repérer quand notre esprit s'en va, quand il est capturé par donc ce qu'on appelle les pensées intrusives dans ce cas-là, et ensuite à se refocaliser. Donc ça, c'est un entraînement très fort qui ensuite peut être utilisé à n'importe quel moment. C'est-à-dire que c'est ça qui va te permettre, qui va vraiment améliorer nos compétences de résistance à la distraction. Parce que quand on est distrait, il faut d'abord repérer qu'on a été distrait, et ensuite ramener notre attention sur la tâche première. Mais donc si tu t'entraînes à ça de manière régulière, c'est ça qui va être en fait utile et intéressant. Et c'est ce qui est visé par la méditation en fait. La méditation, la mindfulness, elle est vraiment basée là-dessus, donc c'est sûr que c'est un très bon exercice. Et en plus, elle a cette capacité à apaiser l'esprit. Donc, ouais, c'est ça qu'il y a dessous en fait, dessous la méditation. Ces deux aspects. Maintenant, je voulais voir, on a vu du coup les côtés comportementaux pour essayer d'améliorer notre attention, etc. Est-ce qu'on pourrait passer du coup, enfin j'aimerais passer du coup au côté pharmacologique avec par exemple sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup en ce moment les nootropiques, donc plein de petites substances qui seraient censées venir améliorer l'attention. Est-ce que du coup il y a des recherches derrière ou est-ce que justement c'est un petit peu un mouvement commercial mais sans vraiment de recherche derrière pour appuyer? Alors, bon, je suis pas spécialiste de la question, hein, mais je pense que c'est un gros mouvement commercial, parce que je pense pas qu'il y ait énormément de recherches derrière actuellement. Il y a eu des études, par le passé sur, l'impact alors dans les nootropiques, en fait, il y a les médicaux, hein, ceux qui sont autour justement des traitements donnés au TDAH comme, méthylphénidate, modafinil et cetera ou les amphétamines, hein, aux États-Unis. C'est pas c'est l'atomoxétine, alors c'est une autre molécule qui agit plutôt sur le système noradrénergique. Mais donc en fait, en gros, l'idée, c'est de choper, les médicaments qui sont donnés aux personnes avec un TDAH pour, les prendre et améliorer notre attention. Alors, ça, c'est hyper dangereux parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'effets secondaires de ces molécules, hein, évidemment, puisqu'elles agissent sur la noradrénaline et la dopamine qui sont des neurotransmetteurs qui régulent des tas de fonctions dans notre corps. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est fait normalement de manière encadrée par des médecins. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette mode des nootropiques plus naturels, alors la caféine, certains acides aminés, le ginkgo biloba, il y a tous ces trucs-là.
les oméga 3, tout ça. Donc ça, je pense que ça s'appuie sur alors c'est pas il y a je pense pas qu'il y a actuellement des études là-dessus, vraiment un regain d'études là-dessus, mais ça s'appuie plutôt sur des données, plus anciennes où, où ça a été étudié un peu plus dans le passé ou sur des études qui montrent que, par exemple, c'est des études plutôt corrélationnelles, hein, qui montrent que, par exemple, chez les gens avec un TDAH, si on change leur alimentation avec moins de sucre, moins de carbohydrates, tout ça, ben, on va voir un peu les symptômes s'atténuer. Donc, en fait, je pense que ça surfe un peu sur ces études-là. Et mais pour moi, c'est beaucoup plus commercial qu'autre chose parce qu'il y a pas vraiment d'études qui montrent un effet massif sur les fonctions cognitives et surtout sur des modifications du fonctionnement cérébral. Moi, j'ai travaillé là-dessus, parce qu'à une époque, je faisais des collaborations avec dans le monde du sport. Donc, en fait, la prise de guarana, caféine, etc. Et on travaillait sur aussi bien des tâches de justement d'inhibition que la perception temporelle. Donc, ça a des effets quand même très limités, hein. Donc, voilà, c'est pas du tout. Et bon, et quand on a travaillé là-dessus, il y avait vraiment pas une grosse littérature là-dessus, hein. Donc, et bon, et là, c'était sur des sportifs pour récupération après effort intense, etc. Donc, le petit effet qu'il avait, il était surtout lié à ça en fait, pour compenser l'effort physique. Mais, voilà. Non, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'études solides qui montrent. Je pense que c'est vraiment un effet de mode. Mais après, je suis pas du tout spécialisée à la question, hein, donc je veux pas non plus. Et pareil pour la caféine, du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que du coup, est-ce que ça sert particulièrement à améliorer l'attention ou est-ce que ça va juste venir améliorer l'attention au travers d'autres processus, peut-être du coup en réduisant la fatigue ou des choses comme ça? Comment est-ce que ça se passe avec la caféine? Alors, la caféine, c'est plus masquage de la fatigue. C'est pas vraiment que ça va enlever ta fatigue, ça va la masquer pendant un temps, en quelque sorte. En gros, la caféine, elle va avoir un effet métabolique. C'est-à-dire qu'elle va venir modifier l'activité en bloquant de certains neurotransmetteurs, mais c'est indirect. C'est parce qu'en fait, elle va agir sur une molécule impliquée dans le métabolisme des neurotransmetteurs, etc. Donc, en fait, c'est l'adénosine, cette molécule. Et du coup, et en fait, l'adénosine, c'est quelque chose qui produit dans toute réaction métabolique, donc y compris quand il y a un fonctionnement de neurones de manière importante. Et donc, en fait, elle va venir. La caféine, c'est en gros, on peut dire ça, un antagoniste de l'adénosine. En fait, elle va venir se mettre à la place de l'adénosine. Donc, en fait, elle va limiter de manière temporaire les effets en lien avec la fatigue, en fait. Donc, c'est plus ça. Donc, c'est vrai qu'en prenant de la caféine, on va avoir le sentiment d'être plus concentré, de pouvoir travailler plus longtemps, par exemple, donc avoir un temps de concentration. Il y a eu quelques études qui sont, en général, les études avec la caféine montrent que oui, on va avoir des temps de réaction qui sont plus courts. Donc, ça améliore quand même un peu nos temps de réaction. Mais ça dure pas longtemps déjà. Ça dure 3-4 heures, quelque chose comme ça, l'impact de la caféine. Et en fait, surtout, c'est si on en prend tous les jours, le cerveau s'adapte, en fait. Donc, au bout d'un moment, il y a plus tellement d'effet, quoi. Et donc, on augmente sans arrêt la dose. Et en revanche, il y a beaucoup plus de risques d'effets secondaires liés à une forte dose de caféine sur le système, on va dire, sympathique, là, pour le coup. Et genre troubles cardiovasculaires, même anxiété, troubles du sommeil, etc., qu'un effet important sur l'attention. Parce que, ouais, en gros, en fait, c'est pas une grosse dose normalement au départ qu'il faut, hein, pour à partir de, genre, quand on avait fait des études, c'était à peu près, je sais plus, 200 milligrammes de caféine, quelque chose comme ça, où on commençait à avoir un peu des effets sur l'amélioration des temps de réaction, etc. Mais le problème, c'est qu'après, il va falloir incrémenter, et après, très vite, on peut arriver à des doses beaucoup trop importantes. Bah, 200 mg, c'est déjà pas mal parce que je crois que c'est Oui, c'est 400 ça, hein. mg la limite quotidienne et je crois que les Ouais, effets, c'est c'est 1 ça. à 3 mg par kilogramme de poids de corps. Et du coup, je pense que Ouais, 200 mg, ça doit être la zone haute haute, pour c'est quelqu'un ça. qui a un Ouais, poids ouais. normal, ouais. Oui. Donc, nous, c'est ce qu'on faisait après dans les études sur le sport, mais
Oui, c'est ça, c'est la zone haute plutôt. Parce que ouais, à partir de 50 milligrammes, ça commence à fonctionner à peu près, ouais. Je me demandais aussi, on voit beaucoup de gens prendre des patchs de nicotine, etc., pour essayer d'améliorer leur concentration. Est-ce que la nicotine, du coup, pareil, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, bon, outre tous les effets négatifs du fait de prendre la nicotine, notamment en patch sur les gencives ou de la fumée, etc., mais parce qu'il me semblait il me semblait en fait avoir vu que les effets de la nicotine marchaient à très très petite dose de nicotine et que du coup toutes les patchs etc c'était du surchargé, enfin beaucoup trop en dose et donc ça enlevait les effets. Alors, très honnêtement, je suis pas très au je connais pas trop la littérature sur l'impact de la nicotine. La nicotine, c'est le système cholinergique qu'il y a dessous l'acétylcholine. Donc, on sait les impacts sur, l'aspect musculaire et cetera. Mais, un peu sur la mémoire, mais chez l'animal surtout, mais c'est pas trop, et sur l'attention, très honnêtement, je connais pas la littérature en lien entre la nicotine et l'attention. Non, je préfère pas te dire de bêtises que je suis désolée, mais je connais pas tellement Oh non, cette il y a pas de littérature. souci. Bah écoute, je vous propose de passer du coup maintenant. Je crois qu'on a fini sur l'attention. Je crois qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas s'il y a encore des choses que vous souhaiteriez ajouter avant qu'on passe à la perception temporelle. Ah, non, bah, écoute, je pense que ouais, non, on a pas parlé de pas mal de choses en effet. Bah merci beaucoup Laurence. Bon, bah, avec plaisir. Le temps est C'était un passé très vite. plaisir. Oui. C'était un Bah, pour plaisir de moi en faire tous les cet cas. épisode. Oui, oui, moi aussi. C'est génial. Bah merci Très bien. beaucoup et au plaisir de se revoir Merci. bientôt. Au revoir. OK, au revoir.